Bonjour. Quand sa maison est inondée, c'est un véritable choc. Mais souvent, le plus dur ne fait que commencer une fois que l'eau se retire. C'est là que démarre le vrai combat, celui pour obtenir une indemnisation juste de la part de son assurance. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les étapes à suivre et surtout les pièges à éviter pour bien se défendre. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le défi, ce n'est pas seulement l'eau qui a tout envahi. Non, c'est le traumatisme psychologique qui vient s'ajouter à ce qui ressemble à un véritable labyrinthe administratif et financier. Et c'est vraiment le point crucial à comprendre. Une fois que l'eau est partie, on est loin d'être au bout de ses peines. C'est à ce moment-là, précisément, que commence une deuxième lutte. Une lutte beaucoup plus silencieuse, mais tout aussi difficile. Celle pour obtenir une compensation financière qui soit juste et équitable. Alors, on entre dans notre première partie, après le déluge, le combat. Le titre dit tout. C'est une sorte de double peine. Il faut d'un côté gérer les dégâts matériels qui sont souvent énormes, et de l'autre, se préparer à affronter une bureaucratie qui peut être, disons, assez redoutante. Pour bien piger le fonctionnement de l'indemnisation, il faut d'abord s'intéresser au système lui-même. En France, quasiment tout repose sur ce qu'on appelle le régime catastrophe naturelle, ou CatNat pour les intimes. C'est un dispositif qui a été créé par une loi en 1982, basée sur la solidarité nationale, et c'est lui qui va débloquer, ou non, la grande majorité des indemnisations. Bon, d'accord, mais concrètement, ça se passe comment? Eh bien, voici le parcours officiel de l'indemnisation. C'est un chemin qui se fait en plusieurs étapes et qui est entièrement balisé par l'administration, un vrai parcours du combattant. Voilà les 4 étapes clés. Tout commence avec le maire qui doit faire une demande officielle. Ensuite, le préfet va instruire le dossier, c'est-à-dire rassembler les preuves. Puis, une commission à Paris va donner son avis. Et c'est seulement à la fin de tout ça qu'un arrêté est publié au journal officiel. Le point le plus important à retenir ici, c'est que l'indemnisation n'est absolument pas automatique. Sans cet arrêté, la garantie CatNat ne s'active pas. Et ce tableau est vraiment très parlant. Il montre bien que tous les dégâts liés à l'eau ne sont pas traités de la même manière. Par exemple, une simple fuite de canalisation chez soi, ça, c'est couvert par la garantie dégâts des eaux de base. Mais une inondation massive à cause d'une rivière qui déborde, ça, c'est le régime catastrophe naturelle. Mais attention, uniquement si le fameux arrêté a été publié. C'est cette petite distinction qui est au cœur de très nombreux problèmes. On arrive maintenant à l'étape la plus délicate, le vrai nœud du problème pour la personne sinistrée. On parle de l'expertise d'assurance. C'est là que le rapport de force s'installe vraiment. Une fois que le sinistre est déclaré, la compagnie d'assurance va mandater un expert. C'est une étape complètement obligatoire. Cette personne va donc se déplacer pour constater les faits, évaluer les dégâts et surtout les chiffrer. C'est sur la base de son rapport et uniquement de son rapport que l'offre d'indemnisation sera calculée. Et là, on met le doigt sur le conflit d'intérêts fondamental du système. D'un côté, il y a l'expert, qui est missionné et payé par l'assureur. Son objectif, c'est de maîtriser les coûts pour son client. De l'autre côté, on a la personne sinistrée, qui, elle, a besoin d'une réparation totale de son préjudice. L'expert de l'assurance n'est donc pas un arbitre neutre, il travaille pour l'assurance. Et concrètement, ça se traduit comment, ce conflit d'intérêts? Eh bien, par des pièges assez classiques. Par exemple, on va appliquer une vétusté abusive, c'est-à-dire vous dire que votre canapé qui a 2 ans ne vaut plus rien. On va, comme par hasard, oublier de vérifier l'état de l'isolation derrière les murs ou les circuits électriques qui ont pris l'eau. On va proposer une petite couche de peinture là où il faudrait en fait refaire tout un mur. Et bien sûr, on va omettre les frais de relogement ou de nettoyage qui sont pourtant essentiels. Face à cette situation qui peut sembler complètement déséquilibrée, la question est simple. Comment peut-on se défendre? Est-ce qu'il existe un moyen de rétablir un peu l'équilibre? La réponse, heureusement, est oui. Et cette solution a un nom, la contre-expertise. C'est un droit qui est inscrit dans la loi et qui permet à la personne sinistrée de reprendre la main sur son dossier et de contester l'évaluation faite par l'assureur. Et pour mener cette contre-expertise, on fait appel à ce qu'on appelle un expert d'assuré. C'est tout le contraire de l'expert de l'assurance. Lui, c'est votre allié. Il est totalement indépendant des compagnies et sa seule et unique mission, c'est de défendre les intérêts de la personne sinistrée. C'est lui qui va mener la bataille technique et chiffrée. Alors, voyons un peu comment ça marche en pratique, cette expertise indépendante. Le rôle de l'expert d'assuré, c'est de construire un contre-dossier solide, technique et chiffré. C'est d'ailleurs la spécialité de cabinets comme AEB 360, dont la mission est précisément de défendre les sinistrés face aux assurances. Leur travail, en fait, c'est de démonter point par point tous les pièges qu'on a vus juste avant. Ils vont contester les taux de vétusté, ils vont chercher activement les dommages cachés que l'expert de l'assureur a peut-être un peu vite ignorés, ils établissent un chiffrage qui est basé sur les vrais prix des artisans du coin et ils prennent en charge toute la négociation. En bref, ils apportent une expertise technique de même niveau pour rétablir l'équilibre.
Et le résultat est souvent spectaculaire. Les sources montrent qu'il n'est pas rare que l'intervention d'un expert d'assuré indépendant permette d'obtenir des augmentations d'indemnisation de 30%, voire plus, par rapport à l'offre de départ de l'assureur. On parle de milliers, parfois de dizaines de milliers d'euros. C'est ce qui fait la différence entre un bricolage et une vraie reconstruction. On termine donc avec cette question qui résume finalement tout l'enjeu. Dans une situation aussi éprouvante qu'une inondation, savoir qui travaille réellement pour défendre les intérêts de la personne sinistrée, ce n'est pas un détail. C'est la clé pour transformer une épreuve financière en une reconstruction juste et durable.